Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert. Toujours l'espoir d'être ensemble, autour d'une cause, la cause des livres. Nous savons combien elle dépend de nos librairies. Leur liberté d'action, leur indépendance en sont le carburant. Chaque librairie est un passeur, mais aussi un témoin et encore un spectateur. Il se nourrit, lit, écoute, observe, agit avec une inextinguible soif. Ce sont des qualités et des valeurs que nous voulons défendre. Elles fondent les vocations auxquelles nous associons notre avenir, au service de la beauté du monde autant que de ses inquiétudes. Les livres sortiront embellis d'approcher encore la vérité des choses, comme nos libraires et le métier qui s'y exerce. Nous n'avons jamais voulu faire autre chose que cela pendant les 40 premières années d'Ombre Blanche et ne voudrons pas faire autrement dans les 40 à venir. Cette défense de la cause des livres est extraite des dernières lignes du livre « Dans les ombres blanches » de Christian Thorel, paru en 2015 aux éditions du Seuil, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui. Bonjour Christian Thorel. Bonjour Philippe. Merci beaucoup d'être dans le studio de Radio Présence. Nous sommes très honorés de vous accueillir dans Parole d'auteur. Et je salue également les auditeurs. Et je voudrais faire une petite remarque aux auditeurs dont vous allez profiter aussi. C'est que notre émission s'appelle Parole d'auteur. Et avec vous, nous inaugurons une série que nous allons intituler Parole de libraire. Donc, parfait, je suis très heureux de commencer avec vous cette série qui j'espère sera longue. Eh bien, et prometteuse sûrement. On y veillera, donc bienvenue dans Parole d'éditeur. Je voudrais vous poser une première question. Donc, j'allais dire, tout le monde connaît l'épopée, la grande aventure Ombre Blanche, au point à Toulouse. Dans cette épopée, dans cette aventure, est-ce que vous pourriez nous dire quel a été le plus beau moment et quel a été le moment le plus difficile ? Peut-être un des plus beaux moments, il faut être spontané, donc je vais essayer de l'être. C'est peut-être notre extension du 22 octobre 1989, parce que j'avais l'impression là que toutes les étoiles étaient avec nous, toutes les fenêtres étaient avec nous, tout s'ouvrait. Et d'abord, ce qui s'ouvrait, c'est qu'on venait d'abattre un mur entre notre ancien local du 50 rue Gambetta et le futur, donc pour le coup, ce jour-là présent, du 5 rue des Gestes. Et je me souviens que lorsque le maçon avait abattu les briques du mur de séparation, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Ça a été notre agrandissement le plus important dans l'histoire de la librairie, donc ça remonte, c'était 14 ans après la création, donc c'était il y a 36 ans, et c'était un moment, pour moi, d'autant plus émouvant que ce jour-là, il y a une double chose. D'abord, on inaugurait cette extension qui était importante, qui était une extension de plus de 500 mètres carrés, et nous avions les éditeurs que j'ai accompagnés et qui m'ont accompagné durant toute ma vie professionnelle. Il y avait Jérôme Lindon, édition de Minuit, il y avait Antoine Gallimard, il y avait le directeur de Grasset, il y avait celui du Seuil, Claude Cherki, il y avait Françoise Nissen et Jean-Paul Capitani d'Actes Sud, il y avait François Geste des éditions de la Découverte, Gérard Bobillier d'édition Verdier, il y avait Christian Bourgois d'édition Bourgois, des gens qui étaient venus juste par amitié. Une partie d'entre eux, malheureusement, n'est plus là. Il y avait Jean-Paul Archy, le fondateur de la librairie. Et voilà, donc ce qui me vient, c'est cette histoire faite de personnes qui étaient très vivantes et qui ont beaucoup compté dans ma vie et dans ma formation, et puis qui, malheureusement, pour partie d'entre eux, ont disparu. Mais c'est ça, l'histoire. L'histoire, elle est faite de ces vivants et de ces morts. Et soutenue donc par cette symbolique de l'extension. Alors, le moment le plus difficile ?
Le moment le plus difficile, il est probablement à l'abbaye de la Grâce, lors du banquet du livre de 2007, nous avons été saccagés. Et on a eu un nombre considérable de livres saccagés dans ce banquet du livre, dans ce banquet du livre de 2007 autour du livre de Pascal Quignard, la nuit sexuelle. Voilà, c'est un souvenir très, très marquant, très, très douloureux. D'autant plus douloureux que le préfet de l'Aude a pris l'initiative de suspendre l'enquête et que l'enquête n'a jamais donné ce que nous aurions souhaité, c'est-à-dire évidemment la désignation des coupables. Voilà. Alors ce qui était d'autant plus difficile sans doute pour vous, parce que un heurt très frontal par rapport à votre conviction de promouvoir la diversité des opinions, la diversité des livres aussi, oui. Et puis la violence tout simplement. Voilà, c'est cette violence qui était inadmissible, et les livres étaient tachés de... il y a eu quand même 60 000 € de livres tachés de graisse et de mazout et d'huile de vidange, et ces taches noires, moi je n'ai jamais revécu quelque chose d'aussi violent que cela envers le livre, parce que la violence, malheureusement, vous le savez, Philippe Gilbert, aujourd'hui c'est l'eau quotidien. Il suffit de mettre la radio ou la télévision, ou de prendre un journal, un quotidien, pour voir à quel point elle a envahi nos vies. Mais quand j'ai commencé dans ce métier, comme quand vous avez, j'imagine, entamé votre première vie professionnelle, nous sortions d'une violence inouïe, qui est celle de la guerre, mais voilà, nous aurons joui d'un temps de paix qu'a eu. Ça, je crois que c'est important de le rappeler. Il y a 50 ans, certes, il y avait des problèmes sociaux, des problèmes politiques, mais nous étions dans un temps de paix. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, je crois, de penser nos vies intimes, sociales et professionnelles dans un temps où nous sommes assaillis par la violence. Christian Thorel, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs, pour ceux qui ne le savent pas, l'origine du nom de la librairie ? Oui, bien entendu. Jean-Paul Archy, qui a ouvert cette librairie en début octobre 1975, il avait une dizaine d'années de plus que moi. Il avait appris le métier chez Eric Losfeld avant de travailler avec François Maspero, donc deux des grands éditeurs de l'après-guerre, et tous les deux engagés diversement dans la vie culturelle et politique. Et Eric Losfeld, qui avait cette maison qui s'appelait le Terrain Vague, et qui est une maison qui était très liée au mouvement surréaliste, avait en 1953, l'année de ma naissance, ouvert une collection qu'il avait confiée à Ado Kirou et qui s'appelait, que Ado Kirou avait appelé Ombre Blanche. Dans cette collection, il y a eu un livre sur Fritz Lang, il y a eu très peu de livres, sur Fritz Lang, sur Amour et érotisme au cinéma, voilà, et Ado Kirou lui-même avait donné ce nom d'Ombre Blanche à ses livres de cinéma parce que les surréalistes, à la fin des années 20, avaient particulièrement adoré un film de Robert Flaherty et W.S. Van Dyke qui s'appelle White Shadows in the South Seas, et qui avait été diffusé en France, évidemment sous le titre de Ombre Blanche, qui est une histoire qui se passe à Tahiti, et dont je pense que si certains de vos auditeurs le souhaitent, on peut trouver, c'est un film, donc c'est un des tout derniers muets, un des tout premiers parlants, et on peut trouver des copies dans un des sites YouTube consacrés au cinéma aux États-Unis. Ce conseil est bien noté. Christian Thorel, donc 2025, année du cinquantenaire. Je me posais la question, pour vous, c'est une commémoration, c'est un anniversaire, et quelle est la différence avec les 40 ans, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça porte aux mêmes constatations, à la même notion de cap franchi, ou est-ce qu'il y a une petite différence avec le recul? Je voudrais vous reprendre, n'y voyez pas ombrage, je reprends ce terme d'ombre, je ne suis pas fanatique du terme commémoration, pas plus que... C'était très délicat pour moi de fêter cet anniversaire. Je ne savais pas bien quoi faire, je ne savais pas très bien comment le prendre, et finalement, avec l'assentiment et l'aide d'Emmanuel Sicard, qui dirige la librairie depuis 2019,
Moi, j'accompagne la vie de la librairie depuis ce temps-là, mais c'est elle qui la dirige, et nous avons, je lui ai proposé de quelques épisodes, l'un lié au théâtre, l'autre à la littérature, un troisième à la musique, un autre au cinéma, parce que ce sont des composantes essentielles pour moi de la vie de la librairie. Et c'est d'ailleurs pour cela, mais on y viendra peut-être tout à l'heure, que j'ai choisi ce métier. Et la différence, pour répondre plus précisément à votre question, entre 40 et 50, d'abord c'est 10 ans de plus. Pour les 40 ans, j'avais 62 ans, j'étais encore en pleine activité, je présidais la librairie avec Martine, ma femme, nous la dirigions. 50 ans, je viens de le dire, je ne la dirige plus. Et 50 ans, je crois que c'est d'ordre, biblique, c'est un jubilé. Ce terme de jubilé est associé à une période de 50 ans. Je m'en suis d'autant plus rendu compte que parmi les œuvres que j'affectionne particulièrement, il y a les Fraises sauvages d'Ingmar Bergman qui font le récit, la relation d'un homme âgé qui va fêter, à qui on fête son jubilé. Voilà. Donc il y a une notion, je crois, symbolique du chiffre 50 qui est bien au-delà de celle du symbolique du chiffre 40. Mais, et je finirai là-dessus, j'ai tenu à ce que cet anniversaire ne soit pas une commémoration. Il n'y a rien de grandiloquent, il n'y a pas de... Je n'associe pratiquement personne du monde politique ou représentatif des institutions. Donc en tout cas, ça n'est pas institutionnel. C'est un anniversaire amical en direction des lecteurs, et tout ce que nous avons tricoté pour ces 50 ans, ça n'est que d'ordre amical et littéraire. Alors, est-ce que vous pourriez nous en donner un très bref aperçu de ce programme pour les lecteurs ? Bien entendu, nous avons commencé le 26 septembre avec une lecture de l'Odyssée, de la nouvelle traduction de l'Odyssée chez POL, par Emmanuel Lascaux, qui est le traducteur, et Jacques Bonafé, acteur de théâtre bien connu, que nous avons convié à Sorano. C'est un spectacle que nous avons un spectacle de lecture que nous avons donné gratuitement à nos lecteurs et aux amis du Théâtre Sorano. Ensuite, nous avons eu 2 journées particulièrement riches au Théâtre Garonne, où nous avons donné toute notre force affective et culturelle avec nos amis des éditions de Minuit autour de Samuel Beckett, Gilles Deleuze et Laurent Mauvigné, qui étaient déjà en lice pour le Goncourt, et depuis Laurent, qui a été longtemps toulousain, une quinzaine d'années, vient d'obtenir le Goncourt, et c'est formidable. Et on a eu un très grand moment le samedi 18 octobre, je crois que c'est ça, avec Laurent Mauvigné, suivi d'une représentation, d'une adaptation d'un texte de Laurent pour le théâtre. Voilà, là nous aurons, pour finir, un ciné-concert avec des amis de la Cinémathèque, le lundi 1er. Alors, nous n'avons pas pu avoir le film Ombre Blanche parce qu'il n'y a pas de copie numérique du film, donc on ne pouvait pas le passer au Pâté Cinéma. Donc nous aurons une très belle copie de Tabou de Flaherty et Murnau avec le guitariste Serge Tessoguet, qui est l'ancien guitariste de Noir Désir. Et puis nous sommes associés aussi dans le festival Synchro, donc le festival de ciné-concert de la Cinémathèque, à cette après-midi particulièrement inédite, qui est la projection du film Les Misérables de Fescourt au Théâtre de la Cité. Une projection de film de 7 heures en musique, avec au piano Carole Beffa. Voilà, ce sont des choses, on va dire, vous voyez, qui sont assez simples, mais je crois, je suis très heureux en tout cas de nous y être associés. Merci beaucoup pour ces détails. Alors, Christian Thorel, donc vous êtes né en 1953 et vous dites dans les petits opuscules que j'ai lus que vous êtes né le jour de la mort de Prokofiev et de Staline.
Je ne sais pas si vous en avez tiré des conséquences. J'ai toujours trouvé ça très... C'est un côté littéraire, oui, d'autant plus que... Et musical, d'autant plus qu'évidemment, la mort de Prokofiev a été totalement éteinte par celle de son patron et tyran, parce que quand même, bon, et Prokofiev et Shostakovich sont deux des plus immenses compositeurs du XXe siècle, mais bon, tous les deux ont dû faire leur vie en compagnie d'un homme qui n'avait pas envie de faire sa vie avec les autres. Oui, probablement. Mais plutôt contre. Alors, Christian Thorel, vous êtes arrivé au livre, peut-être que c'était peut-être pas quelque chose que l'on pouvait prédire ou que vous aviez pu prévoir, puisque ce que je comprends, c'est que enfant, vous n'étiez pas particulièrement attiré par la lecture, et que c'est vraiment sur le tard que vous vous êtes rapproché des livres. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quel a été... l'élément déclencheur qui vous a rapproché du livre et puis qui vous a poussé vers ce métier de libraire? Il n'y a pas eu c'est un ensemble d'éléments déclencheurs. D'abord, j'étais parti dans une école d'ingénieur à l'INSA à Toulouse pour avoir une carrière professionnelle comme beaucoup d'ingénieurs. Je n'ai même pas eu le temps de choisir parce que c'est en troisième année qu'on choisissait sa direction et j'ai abandonné en cours de deuxième année parce qu'entre-temps, j'ai eu à 17 ans, l'année où je suis rentré justement à l'INSA, un très grave accident de voiture, dont les complications sont aujourd'hui plus embêtantes pour moi, plus inhibantes, mais bon, à cette époque-là, ça m'a secoué puisque j'ai passé pratiquement une année à me remettre sur pied, au sens propre du terme, et voilà, je suis sorti un peu boxé et je crois changé. Je crois que c'est c'est l'élément décisif de ma vie, un peu comme une deuxième vie à repartir. Je crois avoir mis au moins 3 ans à me trouver les débuts d'une nouvelle existence. Et pendant ces 3 ans, j'ai à la fois commencé à lire, j'ai changé de musique, d'univers musical, en tâtonnant, mais souvent je le dis, à 20 ans, on a un tel appétit, à 20 ans nous sommes des éponges, et donc j'ai été très vite à enregistrer plein de choses dans tous les domaines, évidemment aussi celui du cinéma, parce que j'avais déjà enfant une affection particulière, ou adolescent une affection particulière pour ce domaine, et évidemment il n'y avait pas du tout les instruments que nous connaissons aujourd'hui pour voir des films, donc il fallait sortir, il fallait aller à Toulouse, puis à Paris, puis un peu plus loin, faire des festivals, un peu comme dans la musique. Et donc j'ai sorti de Castres, où j'ai vécu toute mon enfance et ma jeunesse jusqu'à 17 ans, et où il n'y avait pas grand-chose dans ces années sans trop de culture. Voilà, c'est des années des débuts de Malraux, et il y a beaucoup moins de moyens à cette époque-là qu'il n'y en a aujourd'hui, et puis il n'y a pas la reproduction. Et donc je suis sorti, j'avais 19 ans, et là c'est vraiment tout va très vite, et je crois que ce qui m'a déterminé à choisir ce métier, c'est justement parce que j'avais du goût pour tout, y compris la peinture, pour toutes ces choses, toutes ces productions artistiques, culturelles, littéraires, politiques, historiques, pour le savoir, et donc je me suis dit, le seul endroit où j'aurais l'impression peut-être de pouvoir attraper un peu tout ça et me mettre au service de tout cela, c'est ce qu'on appelle une librairie. Donc la vocation était plus de cet ordre, on va dire, de cet ordre presque architectural, urbain et politique, que spécifiquement littéraire. Bon, après, très rapidement, je crois que j'ai eu la chance que le hasard me mette en confrontation avec des personnes qui m'ont aidé, même sans savoir qu'elles m'aidaient, mais en tout cas que j'ai saisi. Voilà, j'ai saisi tout ce que je pouvais saisir entre 76, 77, 78 pour aller de l'avant. Et 78, j'arrive en janvier 78 à Toulouse, à Ombre Blanche. Jean-Paul Archy, dont je parlais tout à l'heure, s'en va, quitte la librairie, une petite librairie de 80 mètres carrés au milieu de 79 pour des raisons personnelles. Et là, c'est l'épreuve de la direction. Et cette direction, je la prends avec ma compagne, que nous vivons ensemble depuis 50 ans, et nous avons fait tout cela ensemble
sans même s'en apercevoir. Alors nous allons revenir en détail juste après une pause musicale que je laisse découvrir aux auditeurs. Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes toujours en compagnie de Christian Thorel qui est venu nous conter l'épopée Ombre Blanche. Nous venons d'entendre Le Printemps qui fait partie des 4 derniers leaders de Richard Strauss avec Elisabeth Schwarzkopf. Christian Thorel, est-ce que vous pourriez nous dire pour quelle raison vous avez choisi ce morceau ? Vous m'avez demandé 2 morceaux de musique, les 2 premiers qui sont venus, vous allez les passer, mais écoutez, pour moi c'est une des compositions musicales les plus bouleversantes que je connaisse. Il y en a d'autres, hein. J'ai beaucoup de musique à la maison. C'est un peu une folie pour moi d'aller tout le temps chercher de nouvelles choses, mais il y a des constantes. Et alors je dirais que d'abord c'est Vienne, et que Vienne
la fin du 19e et de la première moitié jusqu'à la catastrophe, la grande catastrophe hitlérienne. Ça a beaucoup compté dans ma vie de lecteur, d'amateur de peinture, voilà, et de musique. J'aime beaucoup l'école viennoise, Schoenberg, Berg, Webern, mais Strauss. Bon, donc vous savez que le destin politique est différent des autres. Un musicien complexe, mais ça c'est sa dernière partition. Et bon, voilà, c'est une pure beauté comme ses opéras. Et je crois que c'est le premier CD que j'ai acheté lorsqu'on est passé du vinyle au CD. Le premier CD que j'ai acheté, c'était reprendre, pouvoir avoir en CD ce que j'avais entendu de Schwarzkopf sur mon micro-sillon. Voilà. Et rien vous dire de plus. Très bien, merci beaucoup. La beauté. Alors, je voudrais revenir donc sur votre parcours. Vous nous avez expliqué finalement que vous avez fait des bonnes rencontres au bon moment. Vous avez su tirer parti des opportunités pour vous lancer dans cette aventure d'ombre blanche. Est-ce que vous écrivez libraire, c'est souvent une vocation politique. Est-ce que c'est valable pour vous ? Ah oui, je crois que c'est... Oui, pour moi, ça reste fondamental. Oui, je pense que, de toute façon, il y a deux mots qu'on peut lier aux professions du livre, de la culture et de la production de savoir. Je dirais, par extension, peut-être à toutes les vies de tout le monde. C'est le mot de liberté, c'est le mot d'indépendance. Et je crois que dans la transmission que nous faisons, ma femme et moi, de notre librairie, évidemment, ce sont probablement les deux mots qui comptent le plus. Alors, c'est sûr que pour assurer de l'indépendance et de la liberté, il faut juste avoir les moyens de les préserver, ces deux termes. Et bon, et les moyens, ce sont des moyens liés à une existence matérielle, donc ce sont des moyens économiques, financiers, et aussi politiques. C'est-à-dire que d'abord, si nous sommes là, si les librairies à Toulouse, aussi diverses qu'elles sont, et vous recevrez des libraires, sont là, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné un mouvement politique, et c'est mon associé Jérôme Lindon qui l'avait lancé, c'est-à-dire que c'est Lindon qui a obtenu de François Mitterrand et de Jack Lang la première loi du premier gouvernement socialiste, qui était la fixation du prix des livres, et ça s'appelle la loi sur le prix unique. C'est parce qu'il y a une loi politique, avec une argumentation politique, que nous sommes encore là, et cette loi d'ailleurs, elle est devenue une loi pratiquement universelle, elle a été copiée dans bien des pays du monde. Alors bon, c'est de la politique, on va dire, pour un secteur d'activité, mais je dirais par extension, oui, non, pour moi, tout ce qui est... puis bon, je suis aussi un enfant de 68, donc on disait, après 68, tout est politique, je continue de le penser. Malheureusement, nous avons un peu perdu l'espoir qu'on puisse avoir de temps en temps la satisfaction de savoir que tout est politique se convertit en concret. Bon, c'est pas tout le temps le cas. Mais vous voyez, je donnais quelque chose là de concret pour 1981. Alors, ce qui prouve effectivement que votre activité, votre vie de libraire a été une vie, on pourrait dire, une vie de combat. Il y a donc le prix unique du livre. Vous avez aussi été très impliqué dans l'œil de la lettre, bon, qui était un groupement coopératif qui visait à souder les librairies dites indépendantes. Donc effectivement, vous avez été très actif dans la défense et la promotion de ce secteur d'activité. Y compris dans la reconstruction du syndicat, mais j'ai abandonné, j'ai abandonné d'être présent dans le syndicat depuis déjà longtemps, depuis une douzaine d'années, bon, parce que je n'y trouvais plus satisfaction et que peut-être l'esprit qui doit présider aux entreprises, toutes les entreprises collectives, est peut-être plus important que le résultat lui-même. Et bon, voilà, je ne trouvais plus dans cette pratique collective ce que j'avais trouvé dans les années 80 avec mes amis de l'œil de la lettre, où on a fabriqué ensemble des catalogues et on avait une production éditoriale, sans trop
voilà, c'était unique au monde, ce que nous avons fabriqué comme catalogue thématique sur les littératures, les traductions de littérature étrangère, c'était unique au monde. Mais bon, ce serait trop long à expliquer, mais c'était un moment vraiment formidable parce que c'était une génération qui, la mienne, qui entreprenait de reconstruire, de rebâtir, à partir justement des possibilités que donnait la loi sur le prix unique, de rebâtir un secteur professionnel qui était celui de la librairie. Voilà. Aujourd'hui, on dit, après le Covid, par exemple, on a beaucoup parlé de ces librairies et de leur indépendance, mais en fait, il faut juste dire que ça vient beaucoup des années 80. Et déjà, il y a pratiquement 3 générations depuis la fin des années 70 qui ont entrepris de trouver de construire des traces dans ce métier grâce à tout cela. D'accord. Alors, ce qui vous porte effectivement, notamment pour animer tous ces combats, c'est ce que vous appelez l'essentialité de la lecture. Et vous qualifiez cette essentialité de la lecture un sentiment de nécessité, de certitude, de temps long et de lenteur qui nous attache au livre. Oui, alors, merci de saisir cette notion de temps long, parce que finalement, je crois que tout ce vers quoi nous dirigeons nos efforts, même si nous sommes obligés de nous attacher à ce vers quoi le marché nous dirige, c'est-à-dire souvent du temps court, voire trop court, malgré tout la place que nous donnons à ce dont nous imaginons, dont souvent nous sommes certains que ça aura du temps long, voilà, c'est cette place qui est pour nous essentielle, alors à la fois dans les choix, parce que, bon, là aussi, sans rentrer dans les détails, nous savons les livres qui vont paraître, on les connaît entre 60 et 90 jours avant leur sortie, et bon, voilà, c'est notre technique, hein, avec des équipes de représentants, on reçoit tous les mois plus d'une soixantaine de représentants, qui, comme tous les ans, vont nous présenter pas loin de 50 à 60 000 nouveautés. Et voilà, là-dedans, il faut savoir faire du tri, c'est le travail, c'est l'expérience qui nous donne cette faculté. Et là-dedans, ce que nous essayons avant tout de travailler, c'est ce futur temps long. Mais au départ, on ne le sait pas vraiment. Alors, on fait des paris, on ne les gagne pas tout le temps. Parfois, on se dit, tiens, ça va être un livre de temps long, mais il se trouve que malheureusement, il n'est pas fait pour cela. Mais en tout cas, voilà, c'est ce vers quoi nous dirigeons nos efforts, et ce temps long, on le perpétue verticalement dans les rayons. Il y a le temps immédiat et partagé des tables qui est fait de temps court et de temps long, et les livres de temps long, ensuite, ils sont dans cette immensité de nos étagères. Et voilà, je ne sais plus quel était l'autre... L'autre, c'était le sentiment de nécessité, de certitude, de temps long et de lenteur. Et de lenteur, oui. Alors, c'est la question de la lenteur aussi, mais ça, c'est une chose à quoi je tiens, à la fois par l'expérience de la lecture, parce la lecture, ça nécessite de la lenteur. Moi, je suis très admiratif des gens qui lisent très rapidement, ou comme on dit, lire en diagonale, mais en réalité, je pense qu'une vraie lecture, c'est du rythme, on va avant, on revient en arrière, bon, il y a une certaine lenteur. Et c'est ce qui m'a aussi amené à la lenteur, c'est ce que j'aime par-dessus tout, par exemple dans le cinéma, et dans la chose partagée, dans l'ombre partagée de la salle, avec la lumière sur l'écran. C'est la lenteur que j'apprécie le plus au cinéma. C'est pour ça que j'aime de moins en moins le cinéma américain, qui n'est fait que de bribes de temps court et d'additions de temps court. Non, la lenteur, c'est comme pour la peinture aussi, nécessite. Ça, c'est terrible aujourd'hui, d'ailleurs, pardon, je fais un aparté, mais dans ces grandes expositions, on est nécessairement obligé de n'avoir que du temps court face à des œuvres devant lesquelles on devrait n'avoir que du temps long. On devrait avoir beaucoup moins d'œuvres sur les murs et beaucoup plus de temps à consacrer à chacune d'elles. Voilà, donc la lenteur, c'est principal. Oui. Et d'ailleurs, cette notion de lenteur, vous la synthétisez un petit peu en disant que le temps de la lecture, c'est un temps suspendu. Oui, c'est un temps suspendu, c'est vrai. C'est un temps suspendu dans un univers
imaginaire, dont nous ne sommes en rien comptables, et pourtant nous nous l'approprions, et donc nous décollons avec une langue qui n'est pas la nôtre, avec des mots qui ne sont pas les nôtres, avec des personnages qui ne sont pas ce que nous avions imaginé, ce que nous ne soupçonnions même pas qu'ils puissent avoir existé dans la tête de quelqu'un. Et cette suspension, c'est un peu du bonheur, cette suspension, quand même, hein. Alors je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette définition des livres que j'ai trouvée dans l'ouvrage de Yves Charnay, le libraire de Gambetta. En parlant de vous, il dit « Il vend des petits tas d'utopie, des volumes de liberté ». Ça veut dire d'abord libre, le mot livre. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition ? Mais bien sûr, je suis d'accord. Yves adore jouer avec les mots. C'est un grand joueur de mots. Tous les livres de Yves sont d'abord, Yves écrit tout le temps. Il adore faire ce type de. Il adore ses phrases. Il adore ses mots. C'est toujours très très goulayant pour le dire rapidement. Mais dans le mot, effectivement, rapprocher le mot livre et le mot libre, oui, je suis complètement d'accord. Et je trouve qu'il a su dans ce libraire de Gambetta, qui me faisait un peu peur, parce que c'est comme on n'aime pas se regarder en photo, on aime peut-être encore moins se regarder à travers des pages, mais je trouve qu'il a réussi à parler de lui en évoquant un lieu qu'il aime particulièrement. Yves, c'est l'homme des livres, hein. La vie de Yves, c'est celle de ses livres. Il va toujours, il est de plus en plus, c'est un homme enfermé dans sa bibliothèque, dans son amas, dans son tas de livres, dans lesquels il se débat, dans lesquels il s'ébat, dans lesquels il va chercher sa pitance pour écrire constamment. Et voilà, c'est lui, il est enfermé mais libre. Christian Torel, je vous propose maintenant de savourer un petit temps suspendu avec Claude Debussy. Parole d'auteur. Philippe Gilbert. Nous sommes en compagnie de Christian Torel, après avoir écouté Clair de Lune de Claude Debussy. Même question, un petit commentaire à faire sur... Oui, je peux en faire deux. Je connais ce Clair de Lune qui est le morceau probablement de piano le plus célèbre de Debussy, mais qui est là aussi, on est dans une pure beauté. C'est quoi faire de mieux pour le piano, mais bon. Et je me souviens que c'est vers la fin des années 2010-2012, Dominique Blanc, l'actrice, m'avait un jour dit que j'avais reçu, une première fois, m'avait dit qu'elle était tellement heureuse d'avoir passé un moment toute seule dans la librairie la nuit,
qu'elle m'avait dit un jour, si vous voulez, demandez-moi, je viendrai lire quelque chose chez vous, je le ferai, voilà, parce que bon, elle était très attachée à Toulouse. Et donc je l'ai invitée et je lui ai demandé de lire des lettres de Debussy qui venaient de paraître. Et Catherine Dargoubet avait fait jouer un de ses invités de piano jacobin ce mois de septembre-là, et il avait joué Clair de Lune juste après les toutes dernières lettres, d'ailleurs on dirait plutôt même une lettre de sa fille Chouchou, évoquant la mort de son père. Et j'étais en larmes. Voilà, vraiment, tout était tellement beau, et la salle était pleine, les gens étaient en suspension là aussi. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'un matin où je me réveillais avec la radio, avec France Musique, je me suis lentement éveillé dans des sanglots irrépressibles, parce que je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était au son de Clair de Lune, et voilà, c'est un morceau proprement magnifique et bouleversant. D'accord. Merci Christian Thorel. Et puis j'aime Debussy. Alors je voudrais revenir sur une notion que j'ai cru d'importance à vos yeux, c'est cette notion de catalogue, de fonds éditorial, qui est peut-être une originalité, ou va devenir une originalité à l'avenir. Alors vous défendez beaucoup cette notion de catalogue, et pour l'illustrer, vous dites même que souvent les libraires, dans les livres qu'ils choisissent, ils procèdent par coup de cœur, et vous dites que le coup de cœur, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Oui, c'est vrai. Alors, je dirais deux choses. D'abord, j'ai appris ce métier avec Jean-Paul Archy l'année 78, avant qu'il ne nous quitte, qu'il ne quitte la librairie en 79. Et c'est là que j'ai appris ce qu'était l'importance du catalogue. Alors le catalogue, il peut être identifié à un éditeur. Le catalogue Gallimard, le catalogue du Seuil, le catalogue de Minuit, le catalogue d'édition Verdier. Et Dieu sait quoi, il y en a un certain nombre qui me sont très chers. Et puis ça peut être aussi un catalogue thématique. Par exemple, tout à l'heure j'évoquais Vienne, et un des premiers catalogues thématiques que nous ayons fait était consacré à la littérature des écrivains de Vienne, Rilke, Joseph Roth, Musil et compagnie. Et voilà, mais cette notion de catalogue est aussi liée à du temps long, c'est-à-dire constituer un catalogue de la librairie, c'est le constituer à partir d'auteurs. Et par exemple, j'ai souvent dit qu'il était très important pour moi, il y a un terme qui était très important et que j'empruntais au cahier du cinéma, que c'était la politique des auteurs. Voilà, donc il y a deux choses fondamentales, là, le terme politique et auteur. Et voilà, donc le catalogue, c'est tout ça. Malheureusement, au fur et à mesure que la diversité de la production éditoriale s'est montrée de plus en plus importante en nombre, cette notion de catalogue a disparu, parce que quand j'ai commencé, il y a 250 000 titres disponibles, maintenant il y en a 1 million, et dans ce million, comment aujourd'hui essayer d'attraper cette forme de réduction, comme on dirait en cuisine, cette forme de réduction dans ce terme de catalogue, alors même que tout le temps de cette modernité, ou cette postmodernité dans laquelle nous vivons et qui devient souvent insupportable, c'est la réduction au temps court, c'est-à-dire c'est cette dilution du temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai eu cette chance de pouvoir attraper cette notion. Aujourd'hui, si j'étais le jeune libraire avec la même vocation, mais 50 ans après ou même 40 ans après, je ne sais pas comment j'aurais pu attraper cette dimension. Mais en tout cas, nous essayons d'exhorter, d'apprendre à nos jeunes libraires, et ça c'est Emmanuel et son équipe de cadres qui essayent quand même vraiment d'encadrer culturellement, esthétiquement, à travers cette notion de catalogue, les plus jeunes de nos libraires quand ils arrivent, leur faire comprendre qu'il faut que la veille consiste à avoir une idée comment on pourrait dire, des constellations. Voilà, il faut vivre les choses les regarder à travers comme des formes de constellations, et de constellations qui restent comme une constellation d'étoiles,
Et encore une fois, dans tous ces domaines, ça peut être la littérature d'un pays, ça peut être la littérature d'une ville, ça peut être un livre, ça peut être le cadre de l'histoire de la guerre de 40 ou de celle de 14, l'histoire de l'Ukraine, Dieu sait quoi, ou l'histoire de la science des étoiles. Alors vous dites, revenons au métier de libraire, vous dites que le premier métier du libraire, c'est la réception des commandes, parce que c'est quelque chose finalement qui est à la base de tout. Oui, moi c'est comme ça que ça a été mon premier travail, hein, voilà. C'est ouvrir les cartons et c'est comme ça qu'on prend toucher, c'est la première connaissance, c'est toucher l'objet, c'est sa première appréhension. Voilà, vous l'avez dans la main, vous l'avez à l'œil et voilà, vous l'avez en tournant les pages, vous l'avez même à l'oreille. Je crois que j'ai appris aussi avec cette tactilité. Voilà, et vous êtes d'ailleurs très attaché au papier. Mais comment ne pas l'être ? Voilà. Moi, je suis abonné au Monde en ligne, mais finalement, je m'aperçois, parce que j'achète quand même encore le Monde papier 2 à 3 fois par semaine, que c'est grand le Monde papier, mais c'est tellement trop petit le Monde en ligne sur le téléphone. Et donc, pour le livre, je n'ai jamais lu un livre électronique. Jamais. Je ne peux pas. D'accord. Alors, vous pratiquez ce que vous appelez le commerce des pensées. Alors, il y a... Ça, c'est Jean-Luc Nancy, voilà. le philosophe qui a... Ouais. Et donc, vous parlez de vente silencieuse. Vous avez attaché beaucoup d'importance au fait de disposer les livres sur des tables pour qu'on les voie. Oui. Vous mettez l'accent sur l'importance de la vitrine. Alors, on pourrait rentrer dans le détail de toutes ces techniques, ça serait très intéressant. Ouais, c'est plus que de la technique, Philippe Gilbert, quand même. Oui. Dans ce commerce des pensées, disposer les livres sur une table, c'est le premier acte de faire connaître, de faire savoir, de déterminer et d'inciter à un désir. Donc, d'éveiller le désir, oui. D'éveiller le désir. Alors, vous avez une formule aussi qui est très, très parlante. Vous dites que néanmoins, même si on peut faire allusion à des techniques, entre guillemets, vous dites en librairie, on vient trouver ce que l'on ne cherche pas. Ah oui, ça me paraît... je ne suis jamais rentré dans une librairie ou chez un disquaire, quand il y en avait, parce que maintenant il n'y en a plus, sans avoir cette envie de sortir avec quelque chose. D'ailleurs, la plupart du temps, je ne rentre jamais avec l'idée d'acheter quelque chose de précis. Jamais, nulle part. Voilà, j'attends que ce que je vais voir m'interpelle, me sollicite, et je suis souvent très heureux d'aller chez des confrères, à Paris ou dans les villes où je passe quand je voyage en province, ce qui m'arrive, ce sont mes seuls voyages, hein, je ne vais pratiquement jamais à l'étranger, et je rentre souvent dans une librairie, et je pense que je ne sors jamais sans un livre, ne serait-ce que, j'allais dire, par un geste de soutien et d'amitié confraternelle, mais c'est toujours un plaisir incroyable. Christian Sorel, pour terminer cette émission, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous voyez comme avenir pour la librairie, mais quel est le point principal que vous voyez en termes d'avenir pour la librairie, que ce soit d'ailleurs un point positif ou un point négatif, ou si ce n'est un défi majeur à relever? Il me semble, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui était peut-être un peu confus sur la question du catalogue et je crois que je n'ai jamais vu de ces 50 ans, depuis récemment, une diversité dans la production éditoriale aussi exaltante. Si on prend chacun des éléments qui composent cet univers de pas loin d'1 million de livres disponibles. Néanmoins, ce qui est aujourd'hui très difficile, c'est de trouver les moyens de cheminer dans cette, si je reprenais Dante, dans cette forêt obscure, parce que quand même, je crois qu'il faut certains moyens de connaissance pour trouver les chemins, les sentiers. C'est pas tellement savoir où on va aller, mais comment on va aller. Et
quel mode d'apprentissage on pourrait donner à chacun des enfants, des adolescents, des jeunes gens, des femmes et des hommes, pour trouver ces sentiers sans qu'ils aient l'impression ou bien d'être dominés et d'avoir une absence totale de lampe ou de guide, mais d'être à la fois libéré de quelque chose, mais aussi conscient de la valeur, de l'importance des choses qu'ils vont rencontrer, de ces savoirs, de ces choses peut-être même des fois auxquelles ils n'ont pas accès. Moi, je ne suis incapable de lire un livre de philosophie, je n'ai jamais été formé à cela, je ne peux pas lire un livre de science, mais simplement conserver cette distance, ce respect distancié, voire parfois cette admiration pour les choses qu'on ne comprendra jamais. Ne pas en avoir peur. Voilà. Quelle formation pour cela, celle qu'on appelait avant peut-être de l'honnête homme. Mais voilà, l'ignorance est aussi une chance. Ouais. Le message est passé. Enfin, dernière question, Christian Thorel. Vous n'avez jamais pensé à faire une carrière d'écrivain ? Si. Enfin, une carrière, non, sûrement pas. Mais bon, là, j'ai été piqué il y a 1 an par l'écriture, et j'espère que ça finira par voir ça devrait voir le jour peut-être l'année prochaine, et c'est en quelque sorte la relation de ma dette de libraire et d'homme à ce que le cinéma m'a apporté. Donc c'est un livre auquel j'ai fini par arriver à mettre un point final. Je l'ai commencé en novembre 2024, je l'ai terminé en octobre 2025, et j'ai eu vraiment beaucoup c'est pas du plaisir, l'écriture, c'est un moment là aussi formidablement en suspension, où on est autre. Là, tout à l'heure, quand vous lisiez des extraits de ce livre qui est sorti en 2014, je me dis, mais j'ai même plus l'impression que c'est moi qui l'ai écrit. Et celui que je viens de terminer, ce document que je viens de terminer, ce manuscrit, même 3 semaines après, je me dis, c'est incroyable, j'avais complètement oublié. Cette notion de distance. Oui, c'est ça. En tout cas, Christian Thorel, nous comptons sur vous pour venir nous présenter ce nouveau livre ici à Parole d'auteur. Je l'espère. Bien. Merci 1000 fois, Christian Thorel, pour nous avoir fait vivre la saga Ombre Blanche. Je rappelle que nous sommes servis de 2 ouvrages Essentiel Librairie que vous avez écrits chez Tracts Gallimard. Dans les Ombres Blanches, paru au Seuil en avril 2015, et que nous avons pas mal pioché, si je peux dire, dans le livre le libraire de Gambetta d'Yves Charnay. Merci aux éditeurs pour leur fidélité, et rendez-vous donc à tous pour les 60 ans d'Ombre Blanche. Merci Philippe.